Bonjour, bienvenue à Naturally par Josée, un podcast sur la santé et le bien-être. Je suis votre hôte, Josée Fortin. Aujourd'hui, le sujet de notre épisode va être la gestion de stress. Quand on parle de la santé, un concept qui est très important de comprendre, c'est le concept d'homéostasie. L'homéostasie, en mots simples, c'est la tendance qu'un organisme a de maintenir son état interne stable. Si on regarde dans notre corps, pour différents éléments, c'est très important de les garder à un niveau constant, surtout au niveau sanguin, pour que certaines fonctions se produisent correctement dans notre corps. Donc, s'il y a trop de fluctuations dans certains éléments, ça peut nous causer des gros problèmes. Dans certaines situations, les fluctuations n'ont vraiment pas besoin d'être très, très grandes pour qu'on se ramasse avec des problèmes assez sérieux. Si on regarde, les minéraux en général ont tendance à être très stables dans le sang. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas un test sanguin pour mesurer si vous avez assez de calcium ou de magnésium. Il y a plusieurs éléments comme ça que s'ils fluctuent dans votre corps, on ne peut pas les tester de façon sanguine parce que le corps va tout faire pour que la concentration du sang demeure stable. Par exemple, si vous manquez de calcium, ben c'est pas en testant votre sang qu'on va le savoir, c'est en regardant dans vos os. Parce que s'il y a pas assez de calcium dans votre corps, les os vont libérer du calcium pour garder la concentration sanguine toujours exactement au même niveau. Donc, c'est en regardant nos os qu'on est capable de savoir s'il y a des déficiences en calcium. Ça arrive à bien des niveaux dans notre système, pas juste au niveau des minéraux, ça peut arriver au niveau des hormones aussi. Les niveaux d'hormones, c'est très important qu'elles demeurent stables. Si, par exemple, les hormones thyroïdiennes sont en déséquilibre, ben, on va avoir beaucoup plus de difficultés à gérer notre métabolisme. Il va y avoir des gains de poids plus importants ou de la perte de poids si la thyroïde fonctionne trop rapidement. Il peut y avoir aussi des difficultés à contrôler la température du corps. Donc, comme vous pouvez voir, là, il y a certaines fonctions qui demandent des niveaux très exacts d'hormones, de minéraux pour que les choses se passent correctement partout dans notre système. Un élément qui est particulièrement important de garder stable, c'est notre taux de sucre sanguin. Ça, c'est parce que les cellules, en général, vont utiliser le sucre comme carburant numéro un, mais ils peuvent toujours utiliser les protéines ou les gras comme source de carburant si jamais le taux de sucre diminuerait trop bas. Par contre, notre cerveau ne peut pas faire ça. La seule source de carburant adéquat pour notre cerveau, c'est vraiment le sucre. Donc, s'il y aurait des trop grandes fluctuations de sucre dans notre taux de sanguin, bien là, on peut se ramasser avec des difficultés cognitives. Notre cerveau va avoir plus de difficultés à fonctionner. Ça peut affecter notre concentration, notre capacité à raisonner, etc. Donc, le corps va tout faire pour garder notre taux de sucre en équilibre. Puis, c'est souvent là qu'on voit quand il y a des difficultés à garder cet équilibre-là, les gens vont avoir ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Fait qu'il va y avoir plus de fluctuations dans le taux sanguin. Mais ça, c'est pas une maladie, c'est plutôt un syndrome, une façon de voir que votre corps a de la difficulté à maintenir l'homéostasie. Tout ça va nous apporter au stress. Premièrement, c'est très difficile à définir. Si je demande à mes clients, vous, est-ce que vous avez beaucoup de stress dans votre vie? Souvent, la réponse que j'ai, c'est ben, je sais pas, là, j'y pense. Oui, peut-être. Ouais, peut-être à l'ouvrage, peut-être. Oh, ma famille. Oh, il faut que je prenne soin de ma mère. Sa santé est moins bonne. Là, je dois courir beaucoup, aller la voir, la porter à ses rendez-vous, etc., etc. Les gens doivent y penser souvent pour évaluer. Puis encore là, des fois, c'est difficile pour eux de dire l'intensité de leur stress, puis comment ça a un impact sur leur système. Les gens s'arrêtent très peu à ce concept-là. Ça peut être assez difficile de leur faire voir qu'un excès de stress a un impact très négatif sur leur corps parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de lien direct ou qu'ils ne voient pas exactement où l'impact va se traduire, donc où les problèmes vont commencer à surgir. Dr. Anne Sellier, le père des recherches au niveau de la biologie du stress, définit le stress comme une réaction non spécifique du corps à des stresseurs ou des stimuli variés qui, normalement, ne devraient pas causer beaucoup de problèmes. C'est vraiment une réaction qui est universelle. C'est quelque chose qui se passe automatiquement,
puis c'est complètement indépendant du type de stimulus. Donc, il y a beaucoup de différentes choses qui peuvent causer cette réaction au stress-là dans notre corps. Il y a aussi développé la théorie du syndrome d'adaptation générale, qui est une théorie qui mesure l'impact du stress en 3 phases. Il y a premièrement la phase initiale d'alarme. Ça, c'est tout le monde en situation de stress va réagir de cette façon-là. Ensuite, il y a une phase de résistance. C'est si les stress deviennent trop fréquents, trop prolongés, puis que le corps a de la misère à réagir, qui a de la misère à retourner en cet état d'homéostasie. Mais là, on embarque dans la phase de résistance. Finalement, la phase d'épuisement, c'est vraiment la phase où le corps n'a plus la capacité de réagir correctement au stress. Il est rendu dans une phase où la réaction est inexistante. Ça, c'est une phase qui est beaucoup plus inquiétante, mais qui arrive quand même à des gens. Donc, c'est important de savoir comment ne pas arriver à cette phase-là. On va les regarder tous les 3 plus en détail, puis vous allez comprendre un petit peu plus ce que le stress fait sur votre corps. Le stress est géré par 2 systèmes importants, le système nerveux puis le système glandulaire. Les 2 ont vraiment un impact sur comment votre corps va réagir au stress. On parle aussi de l'axe du stress, des glandes de l'hypothalamus, de l'hypophyse puis les surrénales. Donc, ces glandes-là, c'est les glandes qui vont vraiment être responsables de la façon que votre corps va réagir au stress. OK. Donc là, on va regarder spécifiquement c'est quoi un stimuli ou un stresseur qui va déclencher le stress dans notre corps. Bien, ça peut être bien des choses. Ça peut être quelque chose de physique. Donc, ça peut être un problème de santé spécifique qui fait que votre corps n'est pas en homéostasie. Il va travailler très fort à essayer de le rétablir, cette homéostasie-là, mais des fois, ce n'est pas instantané, donc ça va prendre du temps. Le corps va percevoir ça comme un stress. Ça peut être également une émotion. Si quelqu'un vit quelque chose d'intense, il y a quelqu'un de proche qui se fait mal, il se ramasse à l'hôpital, mais ça peut créer plein d'émotions, de la peur, de l'inquiétude, même de la frustration parce que les choses ne se passent pas comme ils devraient. Ça peut être une source de stress. Puis, les stimulants en général. Si on prend des substances qui ont tendance à stimuler le corps, ça aussi, ça peut être perçu comme un stress. Là, on parle de sucre, le café, l'alcool, il y a même la nicotine, les gens qui fument. Il y a certains médicaments qui vont créer des déséquilibres dans le corps intentionnellement pour travailler sur certains problèmes de santé. Mais le corps, lui, va percevoir ça comme un déséquilibre au niveau de l'homéostasie. Il va travailler très fort à essayer de corriger ça. Donc, ça va créer un petit stress constant, toujours là, qui agit un petit peu au niveau de notre axe de stress. La pollution puis les additifs chimiques peuvent être aussi perçus comme des stress, sont perçus comme des toxines. Puis s'il y en a trop dans le système, bien, le système, il se sent en danger. Fait que ça aussi, ça peut être un stresseur. Si on regarde la première phase qui est la réaction d'alarme, donc c'est vraiment la réaction de survie qui est de combattre ou de s'enfuir. Pour l'expliquer, on va reculer dans le temps puis on va regarder les hommes de caverne parce que eux, c'était pas mal instinctif leur affaire. Il y avait souvent juste ces 2 réactions-là. Il n'y avait pas plein d'autres choses qui pouvaient entrer en compte puis qui faisaient qu'il y avait plein de variations à ces réactions-là. Si on regarde notre homme des cavernes qui arrive face à face avec un mammouth. Ben là, wow! Premièrement, il voit le mammouth dans le loin, puis là, en voyant le mammouth, ses yeux vont envoyer un message à son cerveau. Ça va envoyer le message à sa zone limbique, qui est notre zone de mémoire, où on a tout plein d'incidents passés qui se sont enregistrés dans notre cerveau. Là, il va dire, oh, ça, c'est un mammouth, c'est bon à manger, la bonne viande. Il va avoir l'instinct de soit aller le combattre pour pouvoir le tuer puis avoir de la bonne viande à manger, ou s'il est tout seul puis il voit le mammouth puis il se dit oh my God, ça c'est énorme puis moi je suis tout petit, je suis peut-être mieux de me sauver avant que lui me voie puis qu'ils veulent me manger, me piétiner. Il va avoir cette réaction simple de vouloir soit le combattre ou soit se sauver. Une fois qu'il a analysé ça dans son cerveau, dans la zone limbique qui prend des secondes,
ça va envoyer un message à son hypothalamus puis son hypophyse, 2 glandes qui sont vraiment connectées à la zone limbique au niveau de notre cerveau. Ça se retrouve tout dans le centre de notre tête, tout ensemble dans un petit moton. L'impulsion électrique qui est passée dans le cerveau qui s'est rendue jusqu'à la zone limbique va être transformée en une réponse glandulaire au niveau de l'hypothalamus puis l'hypophyse. L'hypophyse, elle va sécréter de l'ACTH, puis elle va envoyer ça à nos surrénales. Puis ça va donner un signal d'alarme à nos surrénales. C'est des glandes qui vont réagir au stress. Donc, ça dit aux surrénales, oh boy, il y a un stress, réagis. Ça, c'est notre réaction non spécifique. Automatiquement, qu'il y ait un stress, que ce soit le mammouth ou qu'on ait mangé du sucre ou qu'on ait une émotion forte ou qu'on a juste mal à quelque part, puis que notre corps est en déséquilibre, ça l'envoie toujours automatiquement un message à nos surrénales. Puis les surrénales vont se mettre à sécréter 2 hormones, la cortisol puis l'adrénaline. Le rôle de la cortisol, c'est d'augmenter notre taux de sucre sanguin. Avec ça, il va aussi avoir un impact sur comment notre cerveau utilise le sucre. Ça va permettre à notre cerveau d'utiliser le sucre encore plus intensément. Puis, ça a aussi un impact sur comment nos tissus vont se réparer. Ça accélère la guérison. Ça aide vraiment le cerveau à pouvoir fonctionner plus rapidement. Ça donne un petit coup de fouette à notre cerveau. L'adrénaline, elle va dilater beaucoup au niveau des passages respiratoires. Les poumons vont commencer à se dilater, pouvoir absorber plus d'oxygène. Puis le rythme cardiaque et la pression sanguine vont augmenter. Le sang va se mettre à circuler beaucoup plus rapidement. Le sucre puis l'oxygène d'extra qui sont dans le système vont pouvoir se rendre à notre cerveau puis à nos muscles beaucoup plus vite. L'adrénaline va aussi faire que notre système digestif va beaucoup ralentir parce que ce n'est pas des fonctions qui sont très utiles quand on essaie de combattre pour notre vie. Vu qu'on a déjà des réserves qui devraient être emmagasinées au niveau des sucres et tout ça, les fonctions digestives vont ralentir. Donc, notre foie va fonctionner au ralenti, nos intestins vont fonctionner au ralenti, puis tout ça va être moins actif. Ça va faire aussi que notre système immunitaire va moins produire de globules blancs. Donc, ça va mettre l'énergie plus au niveau du cerveau et des muscles, puis moins au niveau digestif puis fonction immunitaire, parce que le corps figure que on a des réserves de globules blancs, on en produit tout le temps. Il devrait en avoir assez qui flottent dans l'organisme. La même chose au niveau de digestion, on a des bonnes réserves quand même de sucre, donc on devrait être bon pour gérer cette crise-là. Puis, ces fonctions-là vont devenir secondaires. Donc, ils vont aller ralentir. Tout ça, c'est beau quand le stress il est court terme, même s'il est aigu. Le corps il est assez outillé pour pouvoir répondre facilement à ça, puis ensuite se retourner en homéostasie. Donc ça devrait être une réponse normale au stress que tout le monde devrait être capable de bien gérer. Le problème surgit quand on arrive dans la phase de résistance. Cette phase-là va se développer quand les gens ont des stress chroniques. Ça n'a pas besoin d'être des gros stress, mais des stress qui sont toujours là, qui sont très fréquents. Donc, dans cette phase-là, le corps va être toujours en fonction d'alarme. Il va avoir des taux de sucre et de l'oxygène qui circulent en plus haute concentration dans l'organisme. Les fonctions telles que la digestion puis le système immunitaire vont aller en diminuant. Ils vont fonctionner moins efficacement parce que le corps est toujours en état de stress. Ça, c'est encore plus amplifié, particulièrement de nos jours, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir la réaction de fuite ou de combat qui devrait venir avec cette augmentation-là d'oxygène et de sucre. Si vous vivez beaucoup de stress, on va dire un exemple, au travail, puis que votre boss, il vous dit, on va avoir un meeting, il y a des choses qui se passent, puis que c'est urgent, puis il faut en discuter. Bien là, déjà, vous savez qu'il va y avoir bien de l'ouvrage à faire, puis ça va être stressant. Je vais avoir plus de travail à faire. Donc, le niveau de stress augmente. Mais là, vous n'allez pas nécessairement être tout de suite en une phase de créativité, que là, votre cerveau va dépenser cette énergie-là d'extra, parce qu'il va falloir que vous discutez avec d'autres, voir, OK, c'est quoi les affaires, mais vous allez dépenser de l'énergie, mais pas assez pour utiliser tout cet oxygène-là, puis ce sucre-là qui va en circulation. Votre corps, il va devoir travailler fort à les retourner dans les réserves, puis votre corps dans un état d'homéostasie.
Donc là, votre corps, il combat un petit peu l'effet du stress, mais à cause qu'il doit travailler plus fort parce qu'il n'a pas vraiment utilisé les ressources qui ont été libérées, bien, ça fait que ça augmente l'intensité du stress également. Dr. Anne Sellier disait particulièrement que le stress va faire que le maillon faible de la chaîne va lâcher. Les symptômes qui vont sortir, les problèmes de santé qui vont sortir peuvent varier énormément, dépendant de où votre maillon faible est. Comme un exemple, si vous avez toujours eu un système digestif plus fragile, tendance à avoir de la difficulté à digérer les gras, bien, si vous vivez beaucoup de stress, puis c'est de façon chronique, bien, à cause que tout va au ralenti, bien, ça risque de s'amplifier. Fait que vous risquez d'avoir des plus gros problèmes. Par contre, si c'était plus au niveau immunitaire, que vous êtes toujours malade, vous attrapez tout ce qui court, ben ça risque de s'amplifier si vous avez un stress chronique. Même chose pour l'inflammation, les problèmes au niveau osseux, articulaire. Le stress, il peut se traduire de plein de façons dans notre corps. Si notre corps a de la misère à gérer le stress, il va y avoir certains signes d'alarme qui vont commencer à apparaître. Puis souvent, ces signes d'alarme-là peuvent encore là être très variés. Vous pouvez avoir plus d'anxiété, plus de dépression, des problèmes d'insomnie. Là, c'est votre système nerveux qui écope, donc c'est votre système nerveux, le maillon faible. Ça peut être au niveau digestif, donc votre foie qui fonctionne moins bien, vous avez de la misère à digérer les gras. Ça peut être les mouvements intestinaux qui sont moins réguliers. On peut avoir de la constipation ou ça peut être le contraire, avoir de la diarrhée. Ça peut être aussi au niveau système immunitaire. On attrape tout ce qui court, on a la goutte au bout du nez. Mais ce qui est pas mal constant, même si les symptômes secondaires vont varier beaucoup, ce qui a tendance à être assez constant quand notre système commence à avoir de la misère à gérer le stress, c'est que notre taux de sucre va avoir tendance à fluctuer beaucoup plus. L'hypoglycémie, c'est pas vraiment considéré une maladie au niveau médical, c'est plus comme un syndrome. Puis nous, au niveau naturopathie, on considère ça vraiment comme un signe d'alarme qui indique que notre capacité à gérer le stress a été compromise. Pour nous, ça nous donne un très bon indice comment la santé de vos surrénales est. Ça va nous dire si vos surrénales ont besoin d'aide. Ça peut être une bonne façon d'évaluer si le stress a un impact négatif assez important sur votre organisme. Donc, en regardant au niveau des surrénales, les signes typiques que votre taux sanguin a tendance à fluctuer un petit peu plus qu'il devrait, il y a de la fatigue, une baisse d'énergie. Les gens ont tendance à se sentir plus fatigués, à avoir peut-être des fois même de la somnolence ou des petites fringales à peu près 2 heures après les repas. Quand ça, c'est très marqué, c'est souvent un signe que vos surrénales ont besoin de support parce que le stress commence à être un petit peu plus dommageable. Donc, vous avez un niveau de stress que votre corps a un peu plus de difficulté à gérer efficacement. Dans ce stage-là, les taux de cortisol sont habituellement assez élevés. Donc, une façon qu'on peut tester, qui peut indiquer s'il y a un problème ou non, ça peut être en vérifiant vos taux de cortisol. Si c'est des niveaux qui sont plus élevés que normal, souvent ça indique que vos surrénales sont un petit peu en détresse. Il y a un épuisement qui s'installe, c'est pas encore drastique, mais il est quand même présent. Ce stage-là, c'est une situation qui est encore réversible assez facilement. Il suffit de prendre bien soin de ses surrénales, d'apprendre à bien gérer notre stress, puis habituellement, à ce stage-là, les réserves en énergie peuvent se refaire assez vite. Mais c'est quand même très important de s'en occuper parce que si ça persiste, si ça continue à avancer, puis ça continue à dégénérer, là, on peut arriver dans la phase d'épuisement. La phase d'épuisement, c'est quand nos surrénales en ont eu assez, puis là, ils sont plus capables de répondre aux stimuli du stress. Donc, dans ce stage-là, il n'y a plus de libération d'adrénaline, il n'y a plus de sécrétion de cortisol de façon intense. Tout est à des bas niveaux. Puis quand on vit une situation stressante, on dirait que notre corps est plus capable de réagir. Il n'y a plus cette réaction d'alarme-là de combattre ou de fuir. On dirait que c'est à plat. Tout ne fonctionne pas bien. Puis, c'est là qu'on parle de syndrome de fatigue chronique. C'est beaucoup plus difficile de renverser la vapeur quand on arrive à ce stage-là. On peut aider les gens à reprendre l'énergie en naturopathie, à se remettre un peu de ça,
mais jamais ils vont revenir à 100 parce qu'une fois que les surrénales ont été endommagées à ce point-là, ils ne sont pas capables de revenir complètement. Il y a beaucoup qui peut être fait pour aider à retrouver un certain niveau d'énergie puis une certaine qualité de vie, mais c'est à un état où les dommages sont quand même beaucoup plus profonds. On dirait qu'on a été chercher dans une réserve d'énergie qui n'est pas aussi facilement renouvelable. On ne veut pas se rendre à ce stage-là. On veut apprendre à bien gérer notre stress bien avant d'y arriver. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer notre stress? Il y a plusieurs façons. Puis, je ne les dirai pas nécessairement en ordre de priorité parce que vous allez voir, il y a certaines choses que ça dépend vraiment des gens, ça dépend vraiment de la situation. Pour certaines personnes, il y en a un qui va être plus important que d'autres, dépendant de leur mode de vie, dépendant de ce qu'ils vivent, puis aussi de la source de stress. Donc, vraiment de les adapter selon ce que vous percevez comme le plus important. Mais c'est quand même important de se questionner sur tous ces éléments-là pour faire sûr qu'on a tous les bons outils nécessaires pour y arriver en fin de ligne, de bien gérer notre stress. Mon premier conseil, c'est d'être actif parce qu'on a vu, on a libéré plein de sucre et d'oxygène dans notre corps. Si on ne l'utilise pas, ben notre corps il doit travailler encore plus fort pour tout remettre l'excédent de sucre en réserve. Ça crée un encore plus gros stress sur notre organisme. Donc, une bonne façon de retourner le corps à l'équilibre, de retourner vers l'homéostasie, c'est que pendant qu'on est stressé, c'est important de dépenser cette énergie-là. Faire de l'exercice, c'est une excellente façon de réduire nos niveaux de stress. Il y a beaucoup de travail maintenant qui offre des gymnases, des endroits où les gens peuvent faire de l'exercice. Si les gens sont très stressés, une petite demi-heure aller au gymnase puis de faire de l'exercice, ben c'est excellent. C'est une très, très bonne façon de réduire les niveaux de stress. Dans les recherches, ils voient vraiment que ça a un très, très bon impact sur la productivité de leurs employés. Quand vous vivez des grandes périodes de stress, n'oubliez pas d'aller la dépenser, cette énergie-là. Donc, faire un peu d'exercice peut être une très, très bonne façon de réduire nos niveaux de stress. Si vous n'êtes pas chanceux puis que vous n'avez pas un gymnase au travail, ben là, c'est d'aller faire de l'exercice. Quand vous vivez des stress intenses, c'est quand même bien d'aller faire de l'exercice. Si vous avez des gros problèmes de santé, ben c'est sûr que vous n'allez pas commencer de façon hyper intense. Allez-y doucement, graduellement, mais trouvez-vous quelque chose que vous aimez faire. Si pour vous, c'est simplement d'aller marcher pendant une demi-heure, c'est très bien. Juste faire ça de marcher à un niveau où ce que vous poussez un peu ou que vous sentez que vous êtes un petit peu à bout de souffle, que vous sentez que vos muscles travaillent un peu fort, puis ça va déjà être très bénéfique pour vous. Trouvez quelque chose que vous aimez faire. Si c'est d'aller danser, faire des danses sociales, si c'est de nager, trouvez-vous une activité que vous aimez beaucoup faire, puis que ça va être facile pour vous de maintenir. Ou même si c'est d'avoir plusieurs activités, puis de varier entre ces activités-là, ça peut être ça aussi votre solution. Un autre facteur très important, c'est d'identifier votre source de stress, puis d'essayer de réduire les sources de stress. Donc, si vous avez des amitiés toxiques, si c'est des stress financiers, un stress au niveau du travail, si vous êtes capable de modifier, d'améliorer la situation pour que vous ayez moins de stress qui arrive de votre côté, c'est très important de le faire. Parfois, c'est d'évaluer vos priorités, de voir ce qui est important pour vous, puis de faire les changements appropriés. Éliminer les tâches qui vous puent au nez et qui ne sont pas nécessaires dans votre vie. Quand vous ne pouvez pas éliminer les sources de stress, ben des fois, c'est d'aller chercher des collaborations, de trouver des façons de mieux gérer ce stress-là qui vous impacte moins. Comme si vous avez plein d'activités reliées à l'école de vos enfants, puis vous êtes dans plein de comités. Mais des fois, on en met trop sur notre assiette, mais des fois, c'est en allant chercher un petit peu plus d'aide pour pouvoir déléguer certaines des tâches, mais ça rend ça plus agréable. Donc, c'est d'évaluer c'est quoi nos sources de stress, puis ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Ça, c'est très important de faire quand même cet exercice-là. Troisièmement, c'est d'avoir une bonne alimentation. Si notre alimentation est déficiente en plein d'éléments nutritifs nécessaires à ce que notre corps fonctionne bien, mais ça peut être un stress. Juste une carence alimentaire en éléments spécifiques peut être un stresseur pour notre organisme parce qu'il peut manquer certaines choses pour que les réactions chimiques dans notre corps se produisent comme elles devraient. Il y a certains éléments particuliers
qui nous aident à bien gérer le stress, comme le magnésium, les vitamines du complexe B, la vitamine C. Donc, si on est déficient particulièrement dans ces choses-là, ça peut faire qu'on gère moins bien notre stress. Donc, c'est d'aller chercher des aliments qui en contiennent quand même des bonnes concentrations. Éviter les stimulants, comme on a dit plus tôt, le sucre, le café, l'alcool, c'est toutes des choses qui ont tendance à stimuler l'organisme puis à amplifier l'effet négatif du stress. Si déjà on réduit ces choses-là de moitié dans notre système, ça l'aide énormément à mieux gérer notre stress. Et puis, ça peut réduire l'impact négatif que le stress a sur notre système. Quatrième point, ça serait de s'assurer de bien dormir. Pendant qu'on dort, notre corps en profite pour réparer bien des choses, puis aussi pour s'assurer que notre système immunitaire a la chance de produire assez de globules blancs. Donc, en dormant mieux, en ayant un sommeil plus profond avec des cycles appropriés, on s'assure que notre gestion de stress est plus efficace. Parce qu'il y a des gens que des fois, ils ne dorment pas assez profond, donc ils ne vont pas aller chercher cette capacité de réparation de notre organisme. Le corps va se ramasser avec plein de choses qui n'ont pas été faites correctement. Ça augmente le niveau de stress physique dans notre système. On a vraiment besoin de 8 heures de sommeil, puis des bons cycles aussi, d'aller dans des sommeils profonds, moins profonds, profonds, moins profonds, de façon cyclique pendant notre nuit. On devrait faire plusieurs cycles pour se réveiller puis se sentir reposé. Parce qu'il y a des gens, oui, ils dorment 8 heures, mais ils se réveillent le matin puis ils se sentent aussi fatigués que le soir d'avant. Des fois, même en prenant des médicaments pour le sommeil, ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments qui vont enlever ces cycles-là. Oui, ils vont dormir très profondément toute la nuit, mais à cause qu'il n'y a pas ces cycles-là, quand ils se réveillent le matin, ils ne se sentent pas reposés du tout. C'est vraiment important qu'il y ait des bons cycles de sommeil, toujours de façon régulière dans notre nuit, pour que le matin, on se sente reposé, que le corps ait la chance de réparer les choses qui avaient besoin d'être réparées, puis que notre système immunitaire ait eu la chance de produire suffisamment de globules blancs pour bien se protéger durant le jour. Parce que le jour, on en produit, mais de façon moins intense. On a besoin d'un bon sommeil pour s'assurer que notre système immunitaire est en bon état. Quelque chose qu'on peut faire activement pour aider à réduire le stress, c'est de faire des exercices de relaxation. Il y a certains exercices comme le yoga et le tai chi qui peuvent aider beaucoup à détendre l'organisme. C'est des techniques qui peuvent aider aussi à faire le vide au niveau mental. Donc, à ce moment-là, on aide vraiment à bien gérer notre stress. On focus sur l'activité physique, on dépense de l'énergie, mais aussi ça l'aide à réduire le stress en focusant sur autre chose. La méditation, ça peut être aussi une manière de faire le vide. Certaines personnes peuvent assez facilement juste faire le vide dans leur cerveau puis ne penser à rien, donc se ramasser dans un état méditatif. Pour d'autres où c'est plus difficile, un bon truc, c'est de s'allumer une chandelle, de garder notre focus sur la flamme de la chandelle tout en essayant de faire le vide. Des fois, en essayant de garder notre attention spécifiquement sur un objet sans penser à rien d'autre autour, ça nous aide à faire le vide. Ça peut être une aide à atteindre un état de méditation plus profond. Les gens qui font amplement de l'exercice, mais qui ont quand même besoin d'extra pour la détente, peuvent aller pour des massages. Avoir un bon massage peut éliminer beaucoup de tension dans notre organisme. Ça peut aider à réduire beaucoup de stress physique. Une technique que tout le monde devrait faire, qui est très simple, mais qui aide énormément au niveau du stress, puis ça prend juste quelques minutes dans votre vie. Vous avez juste besoin de votre corps puis d'un petit peu de concentration pour 5-10 minutes. C'est la respiration profonde. Quand on prend des grandes inspirations par le nez, on apporte beaucoup d'oxygène à notre cerveau, particulièrement dans la zone où notre zone limbique, notre hypothalamus puis notre hypophyse se trouvent. Donc, en prenant notre grande inspiration, on va inonder cette région-là de beaucoup d'oxygène. Puis là, le cerveau va mieux fonctionner, il va pouvoir focuser, puis mieux gérer le stress. Ce qui est très important pour que ça fonctionne bien, c'est qu'on inspire profondément, on le garde là pour donner une chance que l'oxygène soit bien absorbé au niveau de notre cerveau, mais aussi au niveau de nos poumons pour se rendre partout dans notre corps. Puis quand on n'expire pas par le nez. Parce qu'on ne veut pas envoyer le CO2 puis tous les déchets au cerveau. On veut le faire sortir du corps. C'est très important d'expirer par la bouche.
Vous ne voulez pas envoyer des choses négatives dans cette zone-là que vous venez juste d'inonder de bon oxygène puis de bon air. Vous expirez par la bouche en prenant votre temps pour bien tout évacuer le plus possible ce qu'il y a dans les poumons. Vous répétez ça 10 fois. Vous prenez l'expiration la plus longue que vous pouvez. Vous retenez votre respire jusqu'au temps que ça devienne un petit peu inconfortable. Puis là, vous expirez le plus profondément que vous pouvez. Vous faites ça 10 fois de suite. Au début, faites ça à la maison, pas pendant que vous conduisez, parce qu'au début, quand on n'est pas habitué et qu'on s'oxygène le cerveau comme ça, on peut se sentir un petit peu étourdi, avoir un petit peu mal à la tête. Allez-y progressivement. Si 5, c'est vraiment là que vous vous sentez bien, commencez par 5 répétitions. Mais idéalement, ça serait de faire au moins 10 répétitions, au moins une fois par jour, mais si vous pouvez le faire plus qu'une fois, c'est encore meilleur. Donc, quand vous vivez des grandes périodes de stress, c'est important de faire cet exercice-là. Puis, il est encore plus bénéfique si vous les faites dans un endroit où il y a une bonne qualité d'air. Si vous êtes à la maison, vous pouvez ouvrir votre fenêtre, aller dans votre jardin pour faire l'exercice. Ça peut être dans votre auto. Si vous êtes dans des endroits qui sont moins urbains, plus rurales, vous ouvrez votre fenêtre puis vous respirez la bonne air qui vient de l'extérieur. Donc, tout ça peut vous aider à bien oxygéner votre cerveau puis à mieux gérer votre stress. C'est important aussi de bien prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. Trouvez-vous des passe-temps qui sont très intéressants, des passe-temps que vous aimez. Écrivez un journal si ça vous aide à clarifier vos idées. Des fois, ça nous aide à mettre nos priorités aux bonnes places. Surtout si on écrit puis on relit un petit peu plus tard, on voit notre cheminement puis on se rend compte de choses qu'on peut améliorer encore plus. Faites beaucoup d'activités avec vos amis, votre famille, les gens que vous aimez. Ça l'aide à pouvoir sécréter de l'endorphine, qui est une bonne hormone qui aide dans la gestion du stress. Si vous trouvez que vos amis puis votre famille ne sont pas des bons supports, puis que vous n'avez pas beaucoup de gens dans votre vie qui vous apportent du positif, des fois, en allant faire du travail volontaire avec certains groupes, ça peut beaucoup aider parce que si vous vous sentez utile puis que vous sentez que vous faites une différence pour quelqu'un, ça peut vous aider à mieux gérer votre stress. Donc, ça peut être une autre façon de prendre du temps pour soi, c'est de prendre du temps pour les autres aussi en même temps. Très important, avoir un bon sens d'humour, pas se prendre trop au sérieux. Prendre la vie avec un grain de sel, puis trouver des petites joies dans tous les petits moments de la vie, ça peut aider beaucoup au niveau de la gestion de stress. C'est mon dernier point, mais ce n'est pas nécessairement le moins important. Ça peut être votre numéro 1 dans votre liste. Si vous avez besoin, allez vous chercher de l'aide. Demandez de l'aide professionnelle. Si vous trouvez que vous ne savez pas comment vous prendre pour réduire vos niveaux de stress, vous avez besoin d'aller voir un psychologue, puis vous avez besoin d'en parler pour pouvoir voir plus clair dans votre vie, vous aider à prendre les bons choix, trouver comment mettre des bonnes priorités dans votre vie. Par contre, vous trouvez juste que vous avez de la misère à vous organiser, juste un coach de vie personnelle, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à vous enligner, à trouver comment réduire vos niveaux de stress. Aller chercher de l'aide, c'est bien, ça vous aide à retrouver votre équilibre, bien, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est vraiment des façons de gérer votre stress au niveau du mode de vie, au niveau de l'alimentation, l'exercice. Tout ça, c'est très important. Cependant, des fois, quand nos glandes sont plus épuisées, leur donner un petit peu de support ne fait pas de tort. Je n'aurai pas tendance à parler beaucoup de suppléments dans mes premiers épisodes. Je vais attendre un petit peu plus loin parce que là, je veux vraiment vous donner des outils pour travailler à la base. Puis, au fur et à mesure, quand on va parler de différents types de suppléments, on peut ajouter des épisodes à mes différents sujets qui vont vous aider à bien coordonner les choses. Cependant, au niveau de la gestion de stress, je tenais à parler de 2 glandes, votre hypophyse, puis de vos surrénales. Vous donner des petits outils si jamais vous voulez commencer à les supporter, à les aider à mieux fonctionner. Au niveau de l'hypophyse, on se rend compte qu'elle est en déséquilibre, elle, quand notre cerveau a tendance à marcher à une vitesse accélérée. Les idées ont tendance à tourner en rond beaucoup puis à aller très, très vite. On peut se réveiller la nuit, commencer à faire nos listes d'épicerie, puis on dirait que c'est souvent les mêmes idées qui tournent en rond dans notre tête. On n'est pas capable de laisser aller certaines choses. Ça peut être un signe que notre hypophyse est suractivée, elle. Elle reçoit plein de messages partout du corps qui lui disent « Ah, c'est en déséquilibre », puis qu'elle travaille beaucoup au niveau de l'homéostasie de l'hypophyse. Elle est dans le milieu de tout. Elle reçoit beaucoup de messages de tous les bords et côtés.
Quand elle se rend compte que les choses ne sont pas en équilibre, elle envoie des messages à certaines glandes pour pouvoir régulariser tout ça. Quand elle est en surdemande, dans des états de stress, elle peut se ramasser dans un mode hyperactif. Quand ça l'arrive, ça fait qu'on a plus de difficultés à gérer notre stress. Une plante qui aide énormément dans ces cas-là, c'est l'avoine fleurie. C'est l'avoine qui est fleurie. Donc, l'avoine, tout le monde à peu près peut manger ça. C'est pas une céréale qui contient naturellement du gluten. Donc, elle peut vraiment être bien tolérée, même les gens qui sont intolérants au gluten, surtout si vous faites affaire avec une compagnie qui n'a aucune autre sorte de céréales qui sont utilisées dans leurs produits. Donc, à ce moment-là, ça peut être sans gluten. C'est pas comme manger de l'avoine, c'est vraiment la fleur de l'avoine. Donc, on ne parle pas de manger du gruau. C'est un supplément à base de fleurs d'avoine. Ça, c'est vraiment un supplément qui peut aider beaucoup à calmer au niveau de l'hypophyse. Ça l'aide beaucoup à rendre les gens plus zen, moins stressés. En prenant ce supplément-là, vous pouvez vous sentir beaucoup plus calme. C'est plus facile à gérer le stress. Également, c'est une plante qui n'a aucune contre-indication. Donc, tout le monde peut bien tolérer, puis il n'y a pas vraiment de contre-indication avec aucun supplément ou aucun médicament. Donc, tout le monde peut pas mal utiliser ça, même les enfants. Ça a été approuvé pour les enfants d'1 an et plus. Au niveau des surrénales, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Comme j'ai mentionné, le magnésium, complexe B, vitamine C, ça peut être des éléments qui aident beaucoup à ce que les surrénales fonctionnent mieux. On peut s'assurer d'en avoir beaucoup au niveau alimentaire. Le magnésium, on peut même mettre du sel d'Epsom dans notre bain. C'est une source importante de magnésium qui peut être absorbée au niveau de la peau. Ça peut être intéressant, autre que prendre un supplément. Également, la gelée royale, c'est un supplément qui est fait à partir de la gelée que les abeilles donnent à leurs reines pour qu'elles se développent plus rapidement. Puis ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'éléments très nutritifs au niveau des surrénales qui aident les surrénales à mieux fonctionner. Donc, en prenant un supplément de gelée royale, ça peut aider beaucoup à redonner un petit peu d'énergène aux surrénales. Puis, il y a les plantes adaptogènes. C'est des plantes, pour qu'elles soient nommées adaptogènes, elles doivent rencontrer 3 critères. Le premier, c'est qu'elles soient non toxiques à des doses normales, ce qui est bien, là. On ne veut pas prendre des plantes toxiques. Ça, c'est automatique au niveau des suppléments. Tous les suppléments doivent répondre à ces critères-là. Le deuxième, c'est qu'elles doivent aider notre corps à mieux gérer le stress. Troisièmement, elle doit permettre au corps de retourner à un état d'équilibre, donc aider à l'homéostasie. Les plantes adaptogènes que j'aime beaucoup utiliser, c'est la rhodiole, qui est une très bonne plante. Elle aide vraiment à équilibrer. C'est pas une plante que vous avez des effets super rapides, mais c'est souvent des effets en profondeur. L'ashwagandha peut être aussi très intéressante à ce niveau-là. Puis il y a différents types de ginseng. Mais faire attention au ginseng coréen ou le ginseng Panax, il est plus stimulant. Lui, on ne peut pas l'utiliser à long terme. Ça peut aider au niveau de la gestion stress, mais à très court terme. J'aime mieux prendre des plantes qui ne sont pas stimulantes, comme la rhodiole et l'ashwagandha, parce qu'elles peuvent être utilisées à plus long terme. Donc, quelqu'un qui a un problème plus chronique de stress, ça peut être intéressant. Le ginseng sibérien, lui, est moins stimulant. Il a plus un effet nutritif puis en douceur. Lui, il peut être utilisé un petit peu plus à long terme que le ginseng Panax. Ça peut être une façon de rendre vos surrénales plus efficaces, de les fortifier. C'est important de garder en tête que si jamais vous avez un problème de santé, que vous prenez des médicaments, vous devez consulter votre équipe de professionnels de la santé pour savoir si vous pouvez utiliser ces suppléments-là avec votre condition médicale ou avec les médicaments que vous utilisez. Parce qu'il y a plusieurs médicaments qui peuvent être contre-indiqués avec des suppléments. Donc, vous assurez que vous pouvez faire ces combinaisons-là. Parce que je ne connais pas votre état de santé. C'est votre responsabilité de vraiment vous assurer que vous pouvez faire ces combinaisons-là. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, vous abonner ou me suivre sur la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez également activer les notifications pour être avisé lorsque je télécharge un nouvel épisode qui sera tous les mardis en matinée. Je vous revois à la prochaine épisode. Bonne journée.